Donc c'était une sonde en deux parties, la sonde de survol et l'impacteur. Alors voilà l'impacteur. L'impacteur, c'est une grosse masse de cuivre avec un petit trou qui contient une caméra. Hein, et on va lancer ça. On va lancer ça au bon moment. Hein. Voilà la sonde. Donc à un moment, on va lancer l'impacteur vers la comète Temple One. Et pendant ce temps-là, l'autre sonde, qui a pour but de surveiller, va survoler le noyau de cette comète et prendre des photos. Voilà. Alors, il va y avoir, juste quand on va passer au plus près, ils vont quand même protéger la caméra parce qu'ils ont peur de ce qui aurait pu se passer. Donc, c'est quand même une belle séquence qu'il fallait programmer, et ça a parfaitement marché. Alors voilà, le vaisseau mère filme la scène pendant 7 minutes. Il arrive à 700 km du noyau. Là, il sort un petit écran pour se protéger. Alors, si ça marche, oui, ça marche. Voilà une petite simulation de la mission. Donc on va s'approcher du noyau, voilà. On lance l'impacteur. Alors évidemment, c'est une piqûre de mouche pour la comète, mais on voulait quand même voir quel genre de cratère ça pouvait se produire et qu'est-ce qui pouvait se passer. C'est la première fois qu'on impacte un noyau de comète. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on espérait voir. Hein. Et en fait, ça a très bien réussi, même mieux que prévu, puisque le nuage a duré tellement longtemps que la sonde était partie quand le nuage est retombé. Donc on n'a pas pu tout voir. On a recréé une mission après, un an après, quelques années après, pour voir comment était le cratère d'impact. Alors, voilà donc juste je vous montre parce qu'il va y avoir une petite animation après, à quoi ressemble le noyau de comète. On va impacter entre ces deux cratères. Ben oui, parce qu'il y a des cratères aussi là-dessus. Ce sont des corps, même s'ils ne sont pas grands, ce sont des corps qui n'ont pas d'atmosphère, qui ne sont donc pas protégés, comme la Terre est protégée par notre atmosphère. Donc, au début du système solaire, la vie, ce n'était pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y avait des impacts dans tous les sens, donc des impacts sur un corps où il n'y a pas d'atmosphère, ben, ça donne des cratères, comme la Lune. Hein. Donc il y a des cratères de toutes les tailles, même sur des petits corps. Voilà, on va impacter exactement. Évidemment, moi j'adore les Américains, ils ont fait ça le 4 juillet, le jour de la fête nationale. Bah oui. Mais c'est bien. Voilà la photo de l'impact. Et si j'ai de la chance, vous allez voir l'impact vu de l'impacteur. Là, vous êtes dans l'impacteur. Hein, et vous allez faire boum. Voilà. Tac. Voilà. On a impacté là. Je recommence. Ah, vous voyez, il y a des trous partout. Hein. Voilà. Et là, c'est vu du vaisseau de survol. Alors, en fait, on a vu que le nuage des corps qui se sont évaporés, mais après la sonde est passée, on n'a rien pu voir. Alors, bon, on a déduit certaines choses. Ce qui est surtout, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on s'est aperçu à ce moment-là que le matériau était relativement poreux. Hein, c'était donc un peu comme de la pierre ponce. Et on a calculé les quantités d'eau et de poussière éjectées. Je ne pense pas que ça vous intéresse beaucoup.
Mais ce qui est intéressant, retenez que c'est, on a trouvé une densité de 0,5. Donc, vous savez, l'eau, la glace, ça fait 1. Les roches, la roche, c'est 2, 2,5. Donc, 0,5, ça veut dire qu'il y a des trous. Ça veut dire que c'est de l'éponge. C'est une éponge de glace. En gros, la température de surface, on a trouvé que la surface de la glace d'eau mélangée avec de la poussière, bon, c'est un peu ce qu'on attendait. Mais on a détecté pour la première fois de la glace d'eau en surface. Ce sont les zones qui apparaissent en bleu sur la photo. Notre ami Nicolas Liverne nous avait fait une superbe conférence à l'époque là-dessus. Alors je voudrais vous parler de la mission Rosetta, parce que c'est une mission qui va aboutir l'année prochaine. Et là, j'espère qu'on va faire quelque chose de super. En tout cas, je pense qu'on va faire une séance, au moins une séance à la Cité des Sciences. La mission Rosetta, c'est une mission d'abord européenne, Agence spatiale européenne, très ambitieuse parce qu'on veut se poser sur une comète. Il y a un problème déjà, parce qu'une comète, si elle est trop près du Soleil, elle est active. On ne peut pas se poser avec tout ce qui sort, tout ce qui est éjecté de la comète. Il faut donc se poser sur la comète quand elle n'est pas active. Donc il faut se poser loin dans le système solaire. Loin, ça veut dire d'abord il faut y aller. Et puis il faut avoir l'énergie électrique nécessaire pour activer tous les équipements loin du Soleil. Donc il va falloir ou un générateur nucléaire, mais les Européens ils ne maîtrisent pas bien ça. Et puis je crois qu'à Kourou, on n'a pas le droit de lancer de trucs nucléaires, il me semble, il y a des choses comme ça. Donc il va falloir des super panneaux solaires. Alors, et bien voilà, c'est la mission Rosetta, décollage en mars 2004. Et on devrait se mettre en rendez-vous en mai 2014, autour de la comète. Alors la comète, c'est un nom tout à fait imbuvable. Je dis toujours pour m'amuser, je n'arrive à bien la prononcer que quand je suis bourré. Mais là, j'arrive à la lire Churyumov-Gerasimenko. Moi, je l'appelle toujours la comète au nom imprononçable. Elle est loin. Voilà. Alors, pour y aller, vous verrez, le DVD, je vous donnais un CD, là, ils expliquent un peu toute l'assistance gravitationnelle. On n'a pas assez de puissance dans les fusées actuelles pour aller directement à la comète. Il faut oublier ça, même pour aller dans le fin fond du système solaire, Saturne, Uranus ou Jupiter, il faut faire ce qu'on appelle des manœuvres d'assistance gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est l'assistance gravitationnelle? C'est passer près d'une grosse planète et lui piquer un peu de son énergie. Tchouk, comme un peu, ça fait, vous voyez, comme ça, pour lui piquer un peu de son énergie. Ouais, alors en mathématiques, on dirait, on lui prend un peu de son moment cinétique, mais bon, ça... Pardon? Il donne de l'énergie. Oui, voilà. On va lui prendre un peu de son énergie. Alors, elle ne s'en apercevra pas, Mars ou Jupiter, tout ça, c'est epsilon, mais ça va donner un petit coup de fouet et ça va la propulser un peu plus rapidement. Alors voilà à quoi ressemble Rosetta. Rosetta va être composée de la sonde Rosetta elle-même, qui, elle, va se mettre en orbite autour de la comète, et d'un petit atterrisseur qui s'appelle Philae. Philae, pour ceux qui ont étudié l'égyptologie, c'est ce qui a aidé Champollion à déchiffrer la colonne, enfin sa pierre de Rosette, c'était sur l'île de Philae, donc Rosetta, Philae, ça va très bien ensemble. Et c'est ce petit atterrisseur qui va qui va essayer de se poser sur la comète. Donc les nombreuses premières pour cette mission en faire, mise en orbite autour d'une comète active, atterrissage sur le noyau et étude de ce noyau. Alors évidemment, c'est un petit corps, une comète, c'est-à-dire que la gravité est très faible. Et imaginez déjà la gravité sur la Lune c'est un corps énorme. Pensez aux Dupont qui font des sauts comme ça. Sur une comète, le problème c'est pas d'atterrir, c'est d'y rester.
C'est-à-dire que si vous faites tout ça, hop, vous partez. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir se poser, on va lancer une ancre, plusieurs ancres dans le sol avec des crochets pour bien s'accrocher, puis pour que ça ne reparte pas dans l'espace. Hein. Il va falloir aussi des panneaux solaires spéciaux à cause de l'énorme distance. On est à 5 unités astronomiques, 5 fois la distance de la Terre au Soleil. Hein. Donc on va mettre au point des panneaux un peu spéciaux. Bon, et au passage, on va visiter des astéroïdes, je vous en parlerai. Alors regardez la taille des panneaux solaires. Hein. Alors là, bravo l'Europe, hein, c'est les plus grands panneaux solaires de toutes les missions spatiales au monde. Et alors, on va se poser. Alors, comme je dit, le problème, c'est pas d'atterrir, c'est de rester au sol. Hein. Et ce petit atterrisseur va posséder